Moi, je suis chercheur au CNRS à Nancy. Et donc, par rapport à la thématique, la thermique des matériaux biosourcés d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas un petit peu extrême, mais donc d'assez haute température. Parce que nous, on travaille plutôt sur la pyrolyse, gasification. Euh, voilà, donc on est une petite équipe de 15-20 personnes et on travaille surtout sur la pyrolyse gasification du bois, de la biomasse, de déchets. Donc là, je pense que tout le monde connaît cette belle figure de cette approche multi-échelle. Donc on part du bois au port du bois. Et donc, si on zoome, on a ces belles macromolécules qui sont présentes dans le bois. Et donc, nous, en mode un peu bourrin, on va essayer, voilà, on va dégrader malheureusement ces beaux, ces belles biomacromolécules, mais en fin de vie, comme l'a bien présenté Eric Badel, on travaille bien sur l'ensemble de la chaîne de la variation du bois, donc c'est plutôt sur des variations en fin de vie du bois. Donc, durant cette présentation, on va essayer de comprendre comment on décompose ces macromolécules en fonction de la température. Euh, Nous, dans notre équipe, je vous disais, on travaille tous sur la gasification, la pyrolyse et la liquéfaction, surtout pour les applications énergétiques, aussi pour la production de composés chimiques à plus haute valeur ajoutée. Et aussi, on essaye dans notre équipe de traiter donc, toutes ces filières, on va dire bois, énergie, chimie, avec une approche multi-échelle en partant. Donc, on fait un petit peu d'analyse de cycle de vie. On n'est pas des grands spécialistes, mais on travaille avec des spécialistes du cycle de vie. On travaille surtout sur du génie des procédés, sur des réacteurs, et puis un petit peu sur les mécanismes. Donc aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser sur les mécanismes physico-chimiques qui ont lieu quand on chauffe euh, le bois et ces belles biomacromolécules qui sont présentes dans le bois. Alors, premièrement, donc, quand on chauffe le bois, je pense que vous savez tous, bien sûr, on peut avoir des flammes. Mais avant ces flammes, on a une première réaction, un premier mécanisme qui s'appelle la pyrolyse. Donc, en fait, alors, bien sûr, par contre, d'abord, on sèche, alors, on chauffe le bois, on sèche. Et ensuite, on va avoir cette pyrolyse qui a lieu, en fait, dans tous vos réacteurs, même dans votre poêle à bois, vous avez cette pyrolyse. Et comme on a vu, vous avez vu, donc, vous connaissez bien la structure du bois. On a des transferts de chaleur qui sont assez complexes parce que on a un chauffage anisotrope dans le bois. Et en plus, on a des réactions chimiques qui ont formé des liquides, des gaz et un autre solide qu'on peut appeler du charbon ou du biochar ou du charbon de bois. Donc quand on chauffe le bois, finalement, on a des transferts de chaleur, des réactions chimiques et des changements de phase. On forme des phases liquides et des phases gazeuses. Alors là, c'est un petit schéma qu'on a repris, nous, dans l'équipe, qui est issu d'un d'un collègue américain. Donc, si on zoome un petit peu, ce qu'on va essayer de comprendre, donc ici, vous avez une particule de bois. Si on la chauffe avec n'importe quoi, ça peut être une flamme ou dans n'importe quel autre réacteur, vous allez apporter la chaleur dans cette particule de bois. Et si on zoome ici, à l'échelle, par exemple, des parois, on a les macromolécules qui sont à l'échelle des parois, ici à l'échelle du nanomètre. On va voir les réactions chimiques qui ont lieu à cette échelle. Donc, on va décomposer, on va casser des liaisons, on va former un espèce de caramel qu'on va étudier. Je vais vous le montrer un petit peu un petit peu mieux par la suite. On va chauffer une espèce de liquide vraiment réactif, un espèce de caramel chewing-gum à l'échelle de ces parois du bois. Et puis, donc, on a ces liquides qui doivent sortir des pores, donc qui doivent s'extraire. Donc, on a aussi ces liquides et des gaz et des volatiles qui doivent sortir des parois, plutôt dans cette direction, ici, là, dans cette direction des pores du bois. Donc, nous, on essaye de comprendre un peu tous ces mécanismes. Et on essaye de les comprendre, notamment avec des analyses assez spécifiques. Donc, pendant cette présentation, je vais vous présenter comment on analyse au niveau in situ ces mécanismes de pyrolyse. Et puis aussi pardon, donc d'un point de vue in situ, ça veut dire à haute température, pendant les réactions. Et puis aussi comment on analyse en ligne, là, les produits volatiles qui sont formés. Donc déjà, en fait, quand on regarde des particules de charbon de bois au microscope, si on zoome un peu, donc ça, c'est des particules de charbon de bois, après une pyrolyse à assez haute température, on voit qu'on a formé des petites bulles ici en surface.
Donc en fait, c'est connu depuis la nuit des temps que la lignine ou les hémicelluloses, elles fondent. Mais c'est pas vraiment une fusion, elles passent par une phase liquide. Mais en fait, ce qui est un peu bizarre, on comprenait encore pas trop bien pourquoi finalement les lignines et les hémicelluloses passent par une phase liquide quand on les chauffe, et pourquoi finalement, quand on a des particules de charbon de bois, elles restent globalement solides, et on vous voyez que là, on maintient globalement à peu près, on garde la macroporosité du bois. Donc, on a essayé de répondre à cette question avec des analyses in situ, en faisant donc de la rhéologie et de la RMN à haute température. Ça avait été jamais fait. On a appris ces techniques grâce à des collègues de Nottingham. Et donc là, je vais juste vous présenter ce qu'on fait, ce qu'on peut faire par rhéologie in situ. Euh, D'une manière très basique, donc désolé, je suis pas du tout un spécialiste. On applique en fait, donc on met des petites pastilles de biomasse ici dans un rhéomètre. On a deux plateaux qui sont faits maison. Et donc on applique une contrainte par le plateau d'en bas. Et puis sur le plateau du dessus, on applique une petite force. Et tout ça, on fait ça dans un four de pyrolyse, donc sous azote. Et donc on chauffe tout doucement. Donc ça peut être du bois, une petite pastille de bois, ou une petite pastille de cellulose, une petite pastille de lignine. Et donc on regarde en fonction de la température, on mesure la contrainte et les angles de déphasage sur le plateau du dessus. Et on peut même, donc après de là, on peut mesurer les modules viscoélastiques des macromolécules en fonction de la température. Puis aussi, on peut mesurer en fonction du déplacement entre les plateaux si on a du gonflement ou du rétrécissement de ces pastilles en fonction de la température. Donc là, c'est un exemple de résultat sur la cellulose. Donc là, on a mis une petite pastille de cellulose, on l'a chauffée tout doucement à 5 degrés par minute dans le rhéomètre. Ici, c'est la perte de masse, ça c'est obtenu par analyse thermogravimétrique dans un autre appareil. Donc on voit qu'à partir de 300 degrés, on perd la masse de la cellulose, on a une formation de volatile. On décompose la cellulose. Et là, on voit que, en fait, quand on augmente la température, on a le module visqueux qui augmente un petit peu ici, à partir vers 300-320, mais globalement, la cellulose maintient quelque chose de plutôt élastique en pyrolyse lente comme ça. Donc, ça reste quelque chose de plutôt rigide en fonction de la température. Et donc, à la fin, là, on forme du charbon, du char de cellulose. Pour la lignine, c'est vraiment une autre histoire. Donc là, ici encore, on a les pertes de masse à lignine obtenues par analyse thermogravimétrique. Quand on chauffe une pastille de lignine, on a la transition vitreuse vers ici 100-120 degrés aussi. On l'a aussi analysé par d'autres techniques, hein, par calorimétrie par exemple. Et on voit que on a une décroissance des modules visqueux élastiques. Donc on a vraiment ce ramollissement de la lignine. Alors ça, on l'a expliqué parce que par d'autres analyses, par on coupe des liaisons, on casse déjà des liaisons dans la lignine. Donc on a l'effet de transition vitreuse, on a ce ramollissement et en plus on casse des liaisons. Donc on ramollit la lignine. Et là, en fait, ce qu'on a fait dans le rhéomètre, on a vite ouvert le rhéomètre pour montrer qu'on forme cette espèce de chewing-gum de lignine. Après, ce qu'on a, en fait, donc quand c'est chaud, ça fait un chewing-gum. Donc là, on a vite déplacé les plateaux à chaud. Mais après, une fois que ça se refroidit, ça devient quelque chose d'un espèce de carbone dur. Donc, il faut vraiment analyser forcément in situ les propriétés de ces macromolécules en fonction de la température. Et si on continue l'histoire, si on continue à chauffer, ça arrive. Hop. On a cette lignine qui est molle, qui se ramollit, et on forme en fait des volatiles. Vous voyez, en fait, on avait un petit peu de perte de masse, donc on a des petits gaz qui se forment, et donc ces petits gaz, ils viennent pousser ce chewing-gum et faire des petites bulles, comme un petit peu comme si on gonflait un ballon. Et arrivé à un certain moment, donc on a cassé des liaisons, mais en même temps, on reforme des liaisons. Parce que quand on fait de la pyrolyse, on casse des liaisons, en même temps, on en reforme. Et donc, petit à petit, on a cette matière molle de chewing-gum qui se solidifie, qui se fige. Et donc, on a ces espèces de ballons qui sont rigides, durs, qui sont formés à plus haute température à partir de la pyrolyse de la lignine.
Donc là, ici, on compare les modules élastiques en fonction de la température pour de la cellulose. On avait utilisé du miscanthus, que c'est une biomasse à la mode à l'époque, mais pour le bois, c'est à peu près pareil. On avait extrait de la lignine de ce miscanthus, et là, c'est des xylane, une macromolécule modèle des hémicelluloses. Et on voit bien que ce qui est bizarre, c'est que la lignine, elle a des ordres de magnitude d'un facteur 3 en décroissance et en augmentation ici du module acide, mais on voit pas la contribution, on voit très peu la contribution de la lignine dans la biomasse totale. Et alors ça, on a expliqué ce mécanisme par ce petit schéma. En fait, dans une biomasse lignocellulosique, vous avez la cellulose. On a vu avant que la cellulose, elle restait principalement rigide. Donc elle maintient un petit peu, elle maintient l'architecture globalement rigide de la lignocellulose. Et les xylanes, lignines, eux, ils viennent mous, mais finalement, comme la cellulose, elle maintient la rigidité de l'ensemble de ce réseau, ben finalement, on garde la macroporosité du charbon. Donc le charbon garde à peu près la même macroporosité entre le bois et le charbon, parce qu'on a cette cellulose qui maintient cette architecture globale de ce réseau de polymères quand on monte la température. Alors ça, c'était pour, on va dire, des aspects un peu simples sur cellulosinine, mais malheureusement, dans les biomasses, je pense que vous savez, on a des minéraux. Et les minéraux, ils complètent, ils compliquent pas mal la donne, surtout dans nos réactions. Et aussi, sur la cellulose, on a encore un autre problème, c'est que la cellulose, elle est très, très sensible au transfert de matière. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Donc, en fait, on utilise beaucoup la calorimétrie. Donc, la calorimétrie, globalement, ça permet de mesurer, par exemple, des CP, mais aussi euh, donc des phases endothermiques ou exothermiques, donc des réactions endothermiques, donc des phénomènes endothermiques et des phénomènes exothermiques. Et donc la calorimétrie, c'est très très sensible pour mesurer certaines choses. Et donc on a utilisé cette calorimétrie développée par Cetaram en différents modes. Donc on a mis un petit lit de cellulose ici. Et là, on a développé un petit lit fixe traversé. Ça veut dire que le lit de cellulose ou de bois, il est traversé par un débit de gaz. Et on a comparé ça avec, par exemple, une configuration en cuillère ou en configuration avec un petit creuset. Parce que je pense que la majorité des gens utilisent la calorimétrie dans ces configurations-là. Et nous, on fait traverser les gaz à travers le lit. Et ça a une grosse importance parce que ici, vous voyez la quantité de charbon formé et les enthalpies globales de pyrolyse en fonction de cette configuration. Ça veut dire qu'on peut avoir un facteur 4 sur de la cellulose en quantité de charbon formé. Donc, par exemple, ici, on va former 15% massique de charbon. Et on réduit les enthalpies globales de pyrolyse si on est dans un petit creuset. Par contre, si on balaye, ou si on évacue les produits, on va former beaucoup moins de charbon. Et là, on sera beaucoup plus euh, endothermique. Alors, comment ça s'explique? C'est qu'en fait, on a ce petit schéma tout simple. On a les particules de cellulose, on les chauffe, on forme un liquide intermédiaire. Par exemple, on décompose les macromolécules, on va former une espèce de caramel in situ. Et ce caramel, il est très très réactif. Donc, si on le balaye très vite, ce caramel, il va sortir des particules et il va former des goudrons qui vont sortir. Mais si on ne balaye pas trop ce caramel et on laisse réagir dans les particules, il va former plus de charbon. Et là, ça c'est des réactions exothermiques parce que quand on forme du charbon, on crée des liaisons chimiques et donc ça, c'est exothermique. Donc, ça paraît peut-être bizarre pour les gens, mais en fait, la pyrolyse en des phases endo, on casse des liaisons. Mais aussi, on a des phases exothermiques, on crée des liaisons. On peut même avoir globalement des pyrolyses exothermiques si on forme beaucoup de charbon à cause de ces mécanismes-là. Alors, pour essayer de mieux contrôler ces mécanismes, on a fait donc, ces réactions de pyrolyse dans un petit lit fixe traversé. On a balayé, donc on a mis des petites particules de biomasse ici. On balaye avec un assez bon débit de gaz vecteur ici dans ce petit four en U. Alors, ce petit four en U est tout bête et tout simple. Il nous permet de bien contrôler cette évaporation. Et puis en même temps, quand on arrive à une certaine température, on baisse le four et là, on peut venir quencher notre biomasse intermédiaire, nos macromolécules intermédiaires à différentes températures. On trempe le réacteur dans de l'eau, voilà, dans de l'eau froide. Et après, on peut faire des analyses
de ce solide intermédiaire, en extrayant avec des solvants, en faisant de la HPLC, MS, en faisant plein d'autres analyses ou en faisant pas mal de RMN. Alors, on a fait ces essais en LiFix comme ça, aussi on a fait donc avec selon la même configuration en calorimétrie, donc en contrôlant toujours ces mêmes transferts de matière, la même vitesse de gaz vecteur. Et on a fait aussi la même chose en RMN in situ. J'ai pas le temps de vous présenter les détails. Donc en fait, toujours en contrôlant les mêmes conditions de transfert de matière. Et donc de là, on a essayé de décrire pourquoi, par exemple, comme le potassium ou d'autres minéraux, ils ont un très très gros effet sur les réactions de pyrolyse. Par exemple, ils vont promouvoir la formation de charbon, ils vont promouvoir des réactions, des phénomènes plutôt exothermiques et d'autres choses. Alors aussi, maintenant, si on passe sur l'analyse du résidu solide, en fonction de la température, donc on a réalisé ces analyses avec les collègues de Strasbourg et de Mulhouse. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais donc la RMN du solide, c'est très très complexe pour être quantitatif en RMN du solide, pour analyser les fonctions chimiques par RMN dans les solides. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de la polarisation directe, mais ça demande des jours de RMN. Donc c'est très coûteux. Et donc en fait, on a proposé une nouvelle technique, enfin une technique assez spécifique pour quantifier les fonctions chimiques dans les solides, donc dans le bois ou dans les charbons, dans les biochars par cross-polarisation. Je vais assez rapidement là-dessus. Mais finalement, ça nous permet de décrire l'évolution des fonctions chimiques restant dans le solide en fonction de la température. Donc, on chauffe tout doucement le bois ou les celluloses, on quench, et aussi à partir, par exemple, de 280 degrés, on commence à avoir une décomposition des carbohydrates. Et ici, vous voyez, on commence à avoir une formation de composés aromatiques à partir de 300 degrés dans ces biochars intermédiaires en fonction de la température. Donc ça, c'était pour la phase condensée, comment on peut analyser in situ des mécanismes et analyser le solide. Et alors, quand on chauffe, ces macromolécules, elles se décomposent, elles forment des composés volatiles qu'on appelle des goudrons, si vous voulez. Et on a donc une méthode d'analyse en ligne assez spécifique par spectrométrie de masse. Parce qu'il faut savoir que si on utilise des spectromètres de masse du commerce, dans les spectromètres de masse du commerce, on a souvent un impact électronique à 70 électronvolts et donc c'est beaucoup trop violent et ça casse les molécules. En fait, on casse les molécules dans le spectromètre de masse. Donc finalement, on ne sait pas si ce qu'on analyse, c'est les molécules qui ont été vraiment formées ou c'est les molécules qui ont été formées par la pyrolyse ou par la décomposition thermique. Ou si c'est les molécules qui ont été décomposées, fragmentées dans le spectromètre de masse. Donc pour ça, il faut avoir une ionisation douce. Donc en fait, on a acheté cet appareil très spécifique donc c'est la photoionisation. Ici, on a photoionisation laser. Donc ça permet vraiment de ioniser et d'analyser les goudrons de manière très très douce. Et on place cet appareil, ce spectromètre de masse, toujours en sortie par exemple de notre petit LiFix, notre petit LiFix en U. Donc là, on place la biomasse ici. On chauffe tout doucement ce four. Et en fonction de la température, on va avoir en ligne la formation des goudrons grâce à ce spectromètre de masse. Donc là, c'est vraiment sans échantillonnage, c'est en temps réel. On a une analyse toutes les 0,5 secondes ou toutes les 1 seconde. Et en parallèle, on fait aussi pas mal de quantification des goudrons par GCMS, donc par chromatographie gazeuse ou par chromatographie liquide, ou aussi par d'autres méthodes, par aussi RMN du liquide. Donc là, grâce à cette technique, on voit quels produits, quels marqueurs, quels volatiles sont formés en fonction de la température. Donc ici, c'est si on chauffe par exemple du miscanthus tout doucement à 5 degrés minute. Et là, on voit que finalement, les premiers marqueurs, les premiers goudrons qui sortent, c'est des goudrons de lignine. Alors souvent, on dit que la lignine, on croit que c'est la macromolécule la plus costaud, la plus solide. Mais en fait, elle commence à se décomposer dès 200-220 degrés. Et ensuite, vous voyez, on a des marqueurs ici. Ici, c'est la décomposition de la cellulose vers 300-320 degrés. Et puis, on a ici les hémicelluloses qui se décomposent. Et il y en a encore la lignine qui se dégrade finalement de 200 degrés à basse température. Mais on a d'autres goudrons issus de la lignine à plus haute température. Donc la lignine, elle se dégrade globalement entre 200 et 400-500 degrés Celsius. Donc là, c'est juste un petit mécanisme très simplifié de comment les lignines se décomposent quand on a des lignines assez pures dans les biomasses.
on a des liaisons éther. Donc, c'est d'abord ces liaisons éther qui vont se casser à basse température. Elles vont former ces espèces de goudrons, là, des méthoxyphénols. Et puis ensuite, à plus haute température, cette espèce de chewing-gum réactif à 300 degrés, on va avoir d'autres goudrons qui vont se former. Donc voilà, donc globalement, ce qu'on essaye de développer sur les mécanismes à Nancy. Donc, je vais montrer qu'on peut faire des analyses in situ, mais aussi des analyses donc, en ligne des volatiles. Et ce qu'on aimerait faire en même temps, c'est un peu analyser tout ça en même temps dans un petit micro-réacteur. Donc en fait, ce qu'on essaye de développer, c'est un micro-réacteur qui peut être utile pour, on va dire, plein d'applications, pour d'autres applications, pour les matériaux biosourcés. Ici, sur une petite plaque, on met une petite couche de biomacromolécules ou de bois sur une petite plaque. On apporte un chauffage laser assez bien maîtrisé. Donc, le laser, ça permet vraiment de mieux contrôler les rangs. On peut chauffer très, très rapidement, par exemple en 1 seconde. Et on maîtrise aussi les flux, les watts par mètre carré apportés. Et puis, en même temps, on a une caméra rapide qui regarde si on forme ce chewing-gum, si on forme des bulles. Et puis, on a le spectromètre de masse en ligne pour analyser les volatiles. Donc là, on voit juste, par exemple, un exemple de la lignine qui bout là à 400 degrés. Donc voilà ce qu'on essaye de développer. Et donc tout ça pour essayer de mieux comprendre et de mieux modéliser ces mécanismes de l'échelle de la particule jusqu'à l'échelle des parois. Voilà, merci pour votre attention. Merci Anthony, super, super présentation, très intéressante. Je te laisse découvrir la question de Philippe Pousseau sur le chat. En attendant, moi j'aurais une de Béotienne. Euh, on utilise pas mal, il y a une petite mode actuellement sur l'utilisation des biochars pour essayer de décarboner les ciments Ouais, euh, à hauteur d'une dizaine de pourcents de la quantité de ciment, on met 10% de biochar. Et ces biochars, la seule information qu'on trouve un petit peu dans la littérature, c'est qu'ils ont été fabriqués par pyrolyse à 650 degrés. Or, là, tu nous montres des 500, 600 ouais, degrés. ouais, ouais. Voilà, non, mais c'est. Ok. Après, tu sais, c'est décrit en une phrase. Ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est la température que j'avais gardée en tête. Non, mais c'est Là, vrai que je suis un petit peu globalement, étonné parce que finalement, ce que tu montres, c'est plutôt des températures inférieures. Voilà, donc je voulais un petit peu, peut-être tu nous éclaires sur ce point-là. bah, c'était par rapport au public, je pensais que vous étiez plutôt intéressé aux plus basses températures, parce qu'après, de toute façon, après 500-600 degrés, les réactions chimiques, c'est plutôt de la réorganisation des noyaux aromatiques. On a un grand spécialiste là en ligne, Roger Gadiou, qui pourra mieux vous expliquer ça que moi. Donc, mais c'est vrai que, en fait, souvent quand même, on dit, il faut au moins arriver à 500 degrés pour bien cuire. Tu vois, là, on voit bien Oui. que la lignine, elle commence Mhm. encore, elle continue encore à relarguer des petites choses à 400, 500, 450, 500. Donc, il faut au moins 500, 600. Et c'est vrai qu'après, dans les réacteurs industriels, souvent, alors après, ça dépend. Si on a une bûche de bois, des fois, elle est bien cuite à 650 ou 700 en surface, mais au cœur, ok, Ah c'est d'accord, peut-être oui, un il y peu a en le temps dessous. de... Et si c'est des petites particules, c'est vrai que 600, 650, c'est une température qui est suffisante pour avoir bien cuit le charbon. Mais ça, on peut en parler si vous voulez avoir des détails. Nous, c'est notre cœur de métier de voir, en fonction de la température et du temps de séjour, quelle est la structure des biochars, Et, et ma dernière question, c'est torréfaction versus, bon, c'est plutôt des Ouais. températures 160, 180 degrés. Et puis là, on est plutôt à beaucoup plus. C'est parce qu'on recherche autre chose. C'est juste vraiment des questions de béotien. Hein, Ouais. de... Ouais. Pour moi, la torréfaction, c'est juste, bon, c'est un mot, hein, mais c'est plutôt, c'est exactement une pyrolyse, mais à basse température. Et c'est sûr que la torréfaction, elle vise plutôt, par exemple, des fois, bah, donc tu passes par la transition, tu vois un petit peu mes caisses de torréfaction avec cette Oui. panthéose, tu passes par la transition vitreuse de la lignine. Tu peux commencer à dégrader un petit peu certaines parties des hémicelluloses. Et souvent, l'objectif de la torréfaction, c'est vraiment de réduire euh, la tenue mécanique des particules pour favoriser le broyage, par exemple. Ok, pour réduire D'accord. la consommation énergétique du broyage. Et là, donc, je pense qu'il y a Jean-Michel ou Sylvie Valin qui sont des grands spécialistes là-dessus, qui peuvent aussi en parler mieux que moi. Pour moi, l'un des objectifs de la torréfaction, bon, après, il y a aussi un autre aspect, c'est pour les matériaux. Bon, après, c'est pour la tenue, pour rendre le bois un peu plus hydrophobe, quoi. Ok. Toi, Voilà. Jean-Michel ou Pour la Sylvie, si vous voulez question compléter. pour la question de Philippe. Ah oui, alors, en effet, on peut faire sous flux d'air.
Donc, on a utilisé la calorimétrie sous flux d'air pour voir quand est-ce que, par exemple, on crame, quand est-ce qu'on oxyde, quand est-ce qu'on a une réaction d'oxydation. Mais là, c'était sous flux d'azote. Et en fonction de la vitesse, d'accord, en fonction du débit d'azote, on va plus ou moins évaporer. Je sais pas si j'ai répondu. On va plus ou, donc on va Non? changer les phases endo-exothermiques. Oui, non, mais j'ai pas forcément tout bien compris. J'avais juste l'impression que, en fait, quand tu présentais je passe au tutoiement Ouais, indirectement, bien sûr. quand tu présentais les trois techniques, et en différenciant la technique qui, avec le flux d'air, si j'ai bien compris, un flux Flux traversant, d'azote. Flux pas d'azote, ouais. d'air, d'azote, pardon, flux d'azote traversant. Du coup, pour moi, la différence essentielle, c'était entre les techniques, c'était la façon dont le flux, euh, disons, s'attaquait, enfin, était en contact avec le matériau. Et dans l'explication que tu donnais sur le slide d'après, j'avais l'impression que tu te focalisais sur le type de réaction qui allait se produire. Ouais, alors je suis un peu, j'ai mal expliqué, je pense que je suis allé trop vite, c'est que en fait, c'est en fonction de la vitesse là du gaz, comment on va balayer les particules, eh bien en fait, ça va aider à évaporer c'est comme en fait dans la casserole, dans la cocotte, si on met un couvercle, en fait pour moi, quand on creusait, c'est un peu comme si on avait un couvercle, le liquide s'évapore pas bien. Alors que quand on balaye, on a une très grande vitesse et donc en fait la pression partielle des vapeurs, elle est plus faible et donc ça tire le liquide et on évapore mieux le liquide. Ok? Oui, oui, ah ben non, mais alors je suis d'accord. Enfin, sur le côté traversant, là, ça va être beaucoup plus efficace, c'est ça, hein, Ouais, que de exactement. lécher, ouais. Mais d'accord. Non, mais si c'est ça, alors on est d'accord. Voilà, c'est ça. En Ok, fait, ça marche. si tu veux, Ça marche. comme on Ouais. balaye à travers, la pression partielle des vapeurs diminue, donc ça tire plus le liquide, on favorise l'évaporation. Ok, ça marche. Une dernière question. Alors, comment savoir si c'est exo ou endo Eh ben, thermique? le Et meilleur si c'est moyen, c'est une la quantité calorimétrie. connue de char, Pardon, non? Donc, en fait, Stéphane Lopez, c'est la dernière question là qui a été posée. Une petite question. Vous avez parlé d'une pyrolyse exo au lieu d'endo ouais, thermique. Donc, une pyrolyse qui dégagerait de la chaleur. Comment savoir si c'est exo ou endo? ok. Donc, si on est batch juste sur une bûche, donc juste sur une particule, c'est simple. Il y a d'abord une phase de séchage, là, c'est en dos. Encore une phase de séchage en dos. De découpe, on découpe des liaisons, c'est endothermique, mais après, quand on forme du char, ça peut devenir exo. Donc, tout simplement, soit on met des thermocouples, ou alors après, en faisant un bilan thermique du four, on voit bien que bah, des fois, on peut avoir, donc on a des phases endo et exothermiques. En fait, voilà, c'est la calorimétrie, c'est le top pour ça. Mais si on n'a pas de calorimètre, on peut pas en mettre, on met des thermocouples et on voit bien quand la température, elle s'emballe, ou quand la température monte. Ok. D'accord.